Donc bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette première table ronde de l'université d'été, qui s'appelle Nouvelle génération ouvrière et militante face au deuxième quinquennat Macron. Moi, je m'appelle Laura, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cheminote. Je suis militante à Révolution Permanente et aussi militante à Sudrail. Moi, je vais simplement introduire et animer cette table ronde, et ensuite je vais passer la parole aux différents camarades que je vais présenter au fur et à mesure avant leurs interventions, et après on essaiera, si on arrive à tenir dans un temps pas trop long, de faire un petit échange avec la salle, parce que ça nous semble important. Il y a des camarades de différents secteurs, y compris du monde du travail, de la jeunesse, etc., qui sont ici présents dans la salle et qui ne sont pas représentés, dont les secteurs ne sont pas représentés ici. Et voilà, même si c'est pas, voilà, ça va être aussi l'occasion d'échanger à partir de ce qu'on aura pu dire nous à la tribune. Donc avant de commencer, avant d'introduire cette table ronde, je voulais juste faire une annonce pratique, en profitant qu'on est pas mal nombreux. C'est que pour les topos, pour les ateliers du matin, il y a un changement entre vendredi et samedi. En gros, il y a l'atelier qui était annoncé demain dans les affiches qui sont collées, celui sur les révolutionnaires dans les syndicats, il aura lieu samedi. C'est un atelier qui va être animé par Gaëtan de Toulouse. Et celui qui était annoncé samedi, coordination, soviet et hégémonie ouvrière, auto-organisation et stratégie révolutionnaire, c'est moi-même qui vais l'animer, ça aura lieu demain. Donc auto-organisation demain 10h et syndicats et révolutionnaires dans les syndicats samedi. Donc voilà, donc après pour se lancer directement dans ce qui nous occupe ce soir, nous on tenait à inscrire cette table ronde qui s'appelle Nouvelle génération ouvrière et militante face au deuxième quinquennat Macron, dans un contexte un peu plus global. On est en train de voir aujourd'hui dans le monde des guerres, des tensions géopolitiques qui montent, l'inflation, la crise économique qui est une réalité de millions et des millions de travailleurs aujourd'hui. On voit encore la crise climatique dont on a pu parler, y compris dans certains topos, et on va continuer à en discuter, je pense, tout au long de cette université d'été, ou encore la crise sanitaire qui a chamboulé, on va dire, le monde entier pendant la crise du Covid ces dernières années. Donc, quand on voit ce scénario, ce panorama, il y a une chose qui est sûre, c'est que le capitalisme, s'il fallait encore le démontrer, il peut nous offrir que la barbarie. C'est la barbarie, on a l'impression que c'est déjà là, que c'est déjà quelque chose qu'on est en train de vivre, qui tue la vie sur la planète, qui broie les vies des travailleurs, de la jeunesse, etc. Donc ça, c'est un premier constat, et c'était pour nous important d'inscrire cette table ronde, ce qu'on va pouvoir y raconter, dans ce contexte plus global. Et ce qui est intéressant, c'est que face à ça, rien que ces dernières années, au XXIe siècle, on a pu voir des mobilisations et des révoltes, pour ne nommer que quelques-unes. On a pu voir dernièrement le Sri Lanka, avec les images qui ont fait quand même le tour du monde, avec les manifestants qui rentraient dans le palais présidentiel, ils se baignaient dans la piscine du président. C'était quand même drôle à voir. La grève générale qui a touché le Panama pendant plusieurs jours, l'Équateur avec des barricades, des grèves, des blocages d'autoroutes, etc., contre la vie chère, le Bangladesh avec des mobilisations avec une forte composante quand même jeune dans ces manifestations-là, ou encore ce qui a pu frapper, y compris ces derniers jours, c'est l'énorme vague de grève qu'il y a en ce moment même au Royaume-Uni, qui touche énormément de secteurs, dont les cheminots, les travailleurs du port, de la poste, etc. C'est vraiment une grève historique comme on ne voyait pas depuis des années et des années. Donc pour nous, quelque part, et c'est pourquoi on fait cette table ronde aujourd'hui, c'est comment on fait, la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment on fait en fait pour que cette énergie des masses
ces révoltes, cette envie d'en découdre avec un système qui broie nos vies, comment cette énergie-là, elle tombe pas, elle se dissipe pas, elle s'épuise pas sans qu'on arrive à construire une alternative face à ces systèmes qui nous écrasent. Et quelque part, comment on fait pour éviter que face à ces révoltes-là, les réponses qui viennent d'en face soient des solutions de droite, d'extrême droite, de plus de répression, de lois liberticides, des gouvernements encore plus autoritaires, ou encore, comme on a pu voir, pour citer l'exemple du printemps arabe au début du XXe siècle, carrément des dictatures qui se mettent en place pour en finir avec ces révoltes-là. Donc quelque part, pour nous, la question qui nous occupe, et c'est pourquoi on fait aussi cette université d'été, et pourquoi on cherche à se former, à discuter, c'est comment on fait pour passer de la révolte à la révolution, et comment on fait pour que ces mobilisations-là, elles s'épuisent pas. Pour nous, à Révolution Permanente, les militants et militantes de la classe ouvrière ont un rôle à jouer par rapport à ça, dans cette situation, dans ces mobilisations, pour montrer justement le rôle que peut jouer la classe ouvrière, le potentiel hégémonique que peut avoir la classe ouvrière vis-à-vis de l'ensemble des problématiques de la société dont je parlais et des conséquences de ce système dont je parlais tout à l'heure. On a vu quelque part avec la pandémie que ceux qui font tourner la société, c'est nous, c'est les travailleurs, et donc se pose la question de quelle est la réponse que nous on peut apporter à ça. En France, pour venir à la question de la France et de ces dernières années, qui pour nous ont montré l'émergence d'une nouvelle génération ouvrière et militante qui a fait aussi des preuves, qui a fait aussi des mobilisations et qui s'est révoltée face à énormément de choses. On a vu depuis 2016 avec une énorme mobilisation de la jeunesse et aussi, on en parlait beaucoup avec Thierry, le Havre comme la capitale de la grève qui a montré la force de la classe ouvrière pour paralyser une ville entière en bloquant les ports, etc. On a vu les gilets jaunes, comment cette combinaison entre un secteur de la population, des travailleurs, des campagnes, etc., et des différents secteurs du mouvement ouvrier pouvait se révolter et faire face à un État qui a pas hésité à éborgner, à mutiler, etc. On a vu la grève, le retour de la grève et de la force des travailleurs quand ils s'arrêtent de travailler avec la grève contre la réforme des retraites en 2019 et 2020, notamment avec les travailleurs de transport qui ont joué un rôle très important. Et on a vu aussi des mobilisations très importantes sur la question écologique, sur le mouvement antiraciste et contre les violences policières, sur les questions féministes, LGBT, etc., notamment portées beaucoup par la jeunesse, mais pas que. Donc nous, pour nous, cette nouvelle génération ouvrière et militante qui a émergé ces dernières années en France, elle n'est pas, ou pas que en tout cas, préoccupée par les questions d'augmentation de salaire, conditions de travail, etc., mais au contraire, touche à énormément de problématiques qui font que les travailleurs ils s'inquiètent aussi pour leur avenir et pour celui de leurs enfants, et que c'est ça aussi, et qu'ils ne veulent pas voir leur avenir et celui de leurs enfants ôté par ces politiques capitalistes qui ne pensent qu'au profit. Donc quelque part, je finirai là-dessus pour passer à la parole aux camarades sans plus tarder. Quelque part, c'est important pour nous de rappeler ce contexte pour penser aujourd'hui comment on va s'affronter au prochain quinquennat Macron, quelles sont les tâches que nous avons, quelles sont les réponses qu'on va devoir apporter face à toutes les attaques qui nous attendent. Enfin, déjà, il suffit de voir, avant même qu'ils pensent des contre-réformes, déjà comment l'inflation elle est en train de toucher énormément la réalité, la vie quotidienne de millions de travailleurs. Mais il y a aussi, il va y avoir la grève contre la réforme des retraites, il va y avoir énormément d'attaques qui vont venir. Donc, autour de cette table ronde, quelque part, on a choisi de donner la parole à quelques-unes et quelques-uns de ces militants et militantes de cette nouvelle génération ouvrière et militante. Donc, je vous demande de les applaudir et puis après, on Donc là, on va commencer par Raph. Raph qui est préparateur de commandes à Chronodrive pour ceux qui ne le connaissent pas.
Chronodrive, c'est une filiale du groupe Auchan, spécialisée dans les courses en ligne. Il travaille depuis plus de 3 ans. Il a monté un syndicat CGT qui n'existait pas dans l'entreprise quand il est arrivé. Et il a d'abord été à la pointe, avec notre camarade Rosen aussi, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise, et a récemment été à l'initiative de la première grève pour les salaires dans son magasin, qui a été une expression... qui est, je disais, une expression justement de cette jeunesse qui ne se résigne pas et qui relève la tête. Et voilà, donc c'est pour nous important de lui donner la parole. Il est militant à Révolution Permanente et au collectif de jeunesse aussi, Le Point Levé. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend suffisamment? C'est bon? Merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour la présentation et l'introduction, Loli. Et moi, voilà, je vais essayer de vous résumer un peu en quelques années de Chronodrive ce qui s'est passé et un peu de tirer les enseignements de tout ça, parce que en tant que militant révolutionnaire, on ne fait pas les choses juste pour les faire, on essaye de les penser après coup. Mais dans un premier temps, voilà, peu de gens connaissent Chronodrive, la plupart ils me disent tu travailles à Chronopost, je vous pardonne l'erreur, c'est pas grave, ça arrive. Mais Chronodrive, concrètement, c'est 4000 salariés en France, pour la grande majorité des jeunes et des précaires. Jeunes parce que, en fait, mon magasin, par exemple, c'est 80% de gens qui ont moins de 25 ans. Il faut se rendre compte que c'est assez exceptionnel dans des entreprises comme ça d'avoir beaucoup de jeunes, mais aussi précaires, parce qu'on est une grande majorité, dans les mêmes proportions à peu près, à être payés au SMIC, mais en temps partiel, à travailler 12-15 heures semaine, voire 20 heures pour les plus chanceux, et les 35 heures, les temps pleins sont très peu nombreux. Donc on est vraiment sur un secteur du travail très compliqué, très précaire. On a des CDI, par contre, c'est, on va dire, notre chance de petit précaire, mais en vérité, on a des temps partiels imposés. La plupart, on foire nos études et on se retrouve avec des travails à temps partiel. C'est des payes à 500-600 euros. C'est un secteur, voilà, assez compliqué. Et moi, quand je suis arrivé dedans, je vous avoue honnêtement, c'était un travail alimentaire. Moi, j'y suis arrivé pour mes études à la base, pour pouvoir financer, voilà, la nourriture, le loyer à côté de la fac. Et j'étais un peu politisé, mais jamais de la vie j'aurais pensé qu'on pouvait faire quelque chose politiquement là-bas. En plus, qu'est-ce qu'on a en face? En haut, c'est la famille Muliez. Je ne sais pas si tout le monde connaît la famille Muliez en France. C'est la 7e fortune de France. Ils possèdent le groupe Auchan, donc nous on est une filiale. C'est des enseignes comme Kiabi, Jules, Decathlon, etc. Ils ont plus de 40 enseignes en France. Ils captent 10% des dépenses des Français qui sont faites pour leurs achats. C'est vraiment une pieuvre, on l'appelle la pieuvre Muliez. Et face à ça, évidemment, tu arrives dans l'entreprise et tu dis impossible de faire quoi que ce soit. Le collègue à côté, je le vois une fois toutes les 3 semaines parce que lui il est en 12 heures, on n'a pas les mêmes créneaux, on vient travailler 3 heures chacun à un moment. Enfin bref, rendez-vous compte avec quelle fierté, Loli a déjà dit un peu, mais rendez-vous compte avec quelle fierté tout ce qu'on a fait récemment. Ça nous a vraiment mis du baume au cœur et moi ça m'a changé totalement ma mentalité. Je vais essayer de vous transmettre ça aujourd'hui, mais être pessimiste face à la précarisation du travail, à des secteurs du travail comme ça où c'est compliqué, avec ces exemples-là, je veux vous donner de l'optimisme aujourd'hui. Donc concrètement, pour dire d'où ça part, parce que je préparais des commandes, j'avais le seum, j'étais dans mon coin justement à pas voir comment dialoguer avec les collègues. Il y a un truc que tout le monde a connu, tous les travailleurs et travailleuses du monde ont connu, qui a changé beaucoup de conscience. C'est la crise Covid, les amis. On a tous connu ça dans nos travails. Nous, c'est le secteur de la grande distribution et qui plus est les courses en ligne. C'est-à-dire, la plupart des clients, ils se retrouvaient à avoir peur de choper le Covid en allant au supermarché. Donc forcément, tu prends ton application, tu fais tes courses en ligne et tu viens récupérer tranquille ta commande avec ton petit masque en voiture. Donc nous, on est le secteur de la seconde ligne qui avons charbonné des cadences infernales. On s'est retrouvés, pour les étudiants, dont on est la majorité en termes de masse salariale, avec les facs fermées. T'as le manager, il vient te voir et dit « Ah, ta fac, elle est fermée, mais tu peux bosser 2 fois plus. » Donc tu fais des cadences de malade, tu travailles 2 fois plus, et à la fin, tout le monde a la sortie comme ça, je pense, dans le pays. En tout cas, en France, c'était ça. Il y avait la prime Macron, la fameuse prime Covid de 1000 euros. En fait, moi, j'y croyais pas trop, mais je me suis dit avec quelques collègues, on va discuter. Et en fait, j'étais un peu impressionné. Certains étaient radicalisés par ce truc-là de peut-être qu'on n'aura pas la prime. Mais il y en avait qui avaient confiance. Et au fur et à mesure du temps, notre entreprise, justement, elle a fait plein de manœuvres, etc. pour qu'à la fin, on n'ait pas la prime.
Nous, on avait commencé à essayer de faire des trucs avec quelques collègues, une pétition, tout ça, mais voilà, on ne se sentait pas de faire grève ni rien. Seulement, à la fin, la direction, et comme beaucoup de travailleurs et travailleuses dans ce pays, on s'est retrouvés enflés par cette prime Covid. Nous, enfin moi personnellement, c'était 300 €, le collègue à côté 400, je sais pas quoi, ils nous ont divisé avec cette prime. Nous, face à ça, on a exigé une prime de 1000 € pour toutes et tous. Ça n'a pas marché, mais par contre, le truc positif derrière, c'est que les collègues, ils ont capté un truc. On ne peut pas se laisser faire comme ça, il faut s'organiser, même si c'est une galère. Ben on a créé un syndicat dans la foulée, un syndicat CGT qui aujourd'hui leur a fait mal, ça fait plus de 2 ans, on en est très fiers aujourd'hui. Donc un outil syndical, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais de fait, c'est quelque chose qui, voilà, quand c'est des secteurs précaires, où on est très isolé, etc., ça permet de créer du lien et de ne pas se retrouver seul face à tous les problèmes du quotidien qu'on rencontre. Et il y en a des milliers, ils ne sont pas juste économiques. Et principalement, nous, quand on a fait vraiment quelque chose qu'on trouvait exceptionnel, bien sûr, on aidait au quotidien des gens pour des trucs juridiques, demander des plannings, etc. Mais vraiment, là où moi j'ai senti que le syndicat il était utile et qu'on avait fait quelque chose vraiment d'exceptionnel, c'est quand on a rencontré une salariée qui s'appelle Amélie, qui était victime de harcèlement sexuel depuis des années au sein du magasin Basso-Cambo à Toulouse. Et c'est notamment Rosane qui était dans ce magasin, qui est juste là, vous pouvez l'applaudir. Rosane. Rosane qui, face à cette situation, face à ces témoignages d'une salariée qui, au quotidien, vivait le harcèlement sexuel, mais plus largement une ambiance sexiste en vérité au travail, parce que, voilà, il y a le sexisme dans la rue, etc., mais au travail, toutes les femmes le subissent évidemment. On s'est retrouvé avec une situation atroce, la direction qui se masquait les yeux, ne faisait rien et laissait pourrir la situation, ne voulait même pas donner une rupture conventionnelle à ce salarié. Nous, en vérité, on a fait toutes les démarches juridiques, mais surtout, Rosane a fait un truc exceptionnel, c'était d'organiser les femmes du magasin, qu'elles se réunissent entre elles, qu'elles fassent des témoignages, qu'elles se rendent compte de ce qu'elles vivaient, parce qu'il faut mettre des mots sur les choses aussi, des fois on ne se rend pas compte. Et après, derrière, ça a mis un coup à la direction si énorme qu'elle a été offensive au point de licencier Rosane. Pour ça, c'est une véritable guerrière qu'on a aussi aujourd'hui, la Révolution permanente. Et une véritable guerrière, pourquoi? Parce qu'en vrai, on peut se dire, voilà, on crée un syndicat, on ne sait pas trop comment faire, puis tu as une de tes syndiqués qui, voilà, est combative, etc., mais se fait licencier. Tu peux abandonner, tu peux te dire, c'est trop la merde. En vérité, ça a été tout l'inverse. Je pense que la direction, voilà, voulait nous décourager totalement. En fait, ce qu'elle s'est mangée derrière, ça a été la première grève de l'histoire de l'entreprise contre le licenciement de Rosane, mais aussi très important, contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et ça, c'est une grande fierté, les amis. Bon, le temps est passé, je vous épargne beaucoup de détails. Hein. J'ai plein d'anecdotes, je vous dis en privé si vous voulez. Mais sur la période récente, il y a aussi un problème que connaissent tous les travailleurs et travailleuses de ce pays, et à l'international aussi. C'est la question de l'inflation, la question des salaires qui ne suivent pas la hausse des prix. Et concrètement, à Chronodrive, je vous ai dit, on est un secteur, on est des smicards. Alors on nous dit, ça va, les smicards, le SMIC il augmente en fonction de l'inflation, etc. En vérité, voilà, que smicard avec des payes à 500-600 balles, c'est les produits de première nécessité qui augmentent le plus. C'est nous, les précaires, qui mangeons le plus cher cette inflation-là. Et il y avait une colère dans l'entreprise qu'en vérité, même moi, c'est des gens qui sont venus me chercher. Même moi, je me disais, ah, les gens peut-être ne seront pas chauds de refaire grève et tout. Il y a des gens, ils viennent te voir et disent, faut faire quelque chose sur les salaires, etc. Bon, on n'était pas sûr que ça prenne, mais on a fait toutes les démarches, on a milité, du coup, avec, voilà, un truc très important à comprendre, les amis. En plus, c'est pas qu'on fait ça juste le syndicat, c'est qu'on organise autour de nous. Tu sois syndiqué ou pas, on vient te chercher, on fait une réunion avec une quinzaine de collègues, on a commencé ça, on a déterminé une date, une revendication, 7% d'augmentation de tous les salaires, que ce soit les team managers, etc. On voulait qu'ils nous rejoignent, il y en a certains qui l'ont fait d'ailleurs, et on a fait 2 journées de grève sur mon magasin qui était majoritaire, je n'y croyais pas vraiment, et ça voilà, c'est aujourd'hui aussi le symptôme, je pense, c'est la continuité en fait de la peur qu'on a brisée en vérité avec la grève contre le licenciement de Rosane. En vérité, beaucoup avaient peur, croyaient qu'ils allaient se faire licencier dès le lendemain et tout, et au final, on a réussi à faire une grève sur les salaires
qui était sur mon magasin ultra majoritaire, mais même pour une deuxième journée, c'est étendu à d'autres magasins Chronodrive, et ça, c'était encore plus impensable. Donc voilà, je finis sur ça, sur l'expérience de Chronodrive, mais vraiment, c'est une énorme fierté de partager ça avec vous aujourd'hui, et j'espère que ça va inspirer plein de jeunes sur leur travail. Concrètement, maintenant, pour aller sur les leçons un peu de tout ça, nous, on a, quand je vous dis la fierté, etc., c'est parce que souvent, voilà, il y a un pessimisme qui écrase la jeunesse en vérité. Enfin, moi, je sais pas, au travail, c'est ça. C'est des gens qui se disent c'est trop dur de lutter collectivement, donc solution individuelle, tac, moi je vais m'arranger avec le manager, je vais faire le truc, j'ai mon plan de carrière individuel, etc. Ou alors, c'est le truc de dire ok, les projets politiques communs, etc. D'accord, mais je ne crois pas trop à la lutte de classe, aux possibilités qu'on puisse changer les choses par la lutte de classe. Donc tac, je vais glisser un bulletin Mélenchon dans l'urne, même si j'y crois pas trop, que Mélenchon, j'ai pas trop confiance. Ça, c'est vraiment ça qui domine dans la jeunesse aujourd'hui, les amis. Moi, je sais que dans mon entreprise, malgré les grèves et tout, ils ont beaucoup voté Union Populaire au premier tour. Parce qu'on n'avait pas fait grève sur les salaires encore. Mais dès que ça a été fini le premier tour, il y a eu la grève sur les salaires par contre. Mais pour que vous compreniez, il y a ça qui domine dans la jeunesse. Et nous, ces exemples-là, même si on n'arrive pas à gagner l'augmentation de salaire et tout, au moins on montre qu'il est possible de lutter. Et en vérité, c'est aussi un enjeu, pas simplement pour les secteurs précaires de la classe ouvrière, c'est un enjeu aussi parce que nous, on peut faire tache d'huile en fait sur des secteurs du mouvement ouvrier plus traditionnel, qui ont peut-être des salaires un petit peu plus élevés, mais ils subissent quand même l'inflation, ils ont quand même tous les problèmes de la vie quotidienne qui est difficile, la vie chère, etc. Pour nous, voilà, il y a un enjeu. Ces luttes de précaires aussi, elles peuvent radicaliser des secteurs du mouvement ouvrier qui peuvent être plus passifs, qui peuvent se dire justement, on est un peu mieux que les précaires, etc. Donc on ne va pas lutter. Et concrètement, il y a vraiment un rôle de contagion que moi j'aimerais voir, mais que j'ai vu aux États-Unis. C'est ça qui m'a marqué aussi là quand j'ai réfléchi cette intervention. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la génération U. On parle beaucoup de la génération U aux États-Unis. U pour Union. Union, c'est syndicat, je ne suis pas trop anglophone, mais ça j'ai capté. Et le délai, c'est quand même qu'on a une génération là-bas de jeunes à Amazon, Starbucks et même dans d'autres entreprises qui créent des syndicats combatifs, qui font des grèves pour les salaires, mais aussi, et un truc très important, c'est une des leçons, une deuxième leçon en fait que je voudrais amener de Chronodrive, c'est qu'ils ne pensent pas que la question économique en vérité. Parce que oui, nous les syndicats, on est des ouvriers, on a des intérêts économiques divergents avec nos patrons, antagonistes même. Donc voilà, on crée des syndicats comme outil pour se défendre sur ça. Mais en fait, il y a tous les problèmes de la société au quotidien. Les oppressions systémiques que sont le sexisme, la transphobie, le racisme, etc. Ça, on le subit au travail en vérité. Et du coup, pour nous, c'est un enjeu énorme de voir déjà aux États-Unis qu'il y a toute une génération qui crée des syndicats, mais aussi pose la question de l'antiracisme, pose la question du féminisme dans les syndicats, et que nous, à Chronodrive, avec la grève contre le licenciement de Rosen, c'était un truc de fou, moi, de voir des collègues mecs, en plus, des fois, se mettre en grève contre les violences sexistes et sexuelles. Ça prouve toute la maturité aussi d'une jeune génération qui se politise sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme, mais aussi sur les questions d'écologie. Peut-être demain, on fera une grève pour l'écologie, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez que c'est un enjeu central à retenir d'une lutte de jeunes précaires comme ça, avec une conscience politique très avancée et qu'on aimerait transmettre au secteur du mouvement ouvrier plus traditionnel, qui l'ont déjà, hein, vous allez voir après, mais voilà, qui peuvent des fois, pour certains, être passifs, et même avec une logique en vérité. Il faut voir ce que c'est dans l'extrême gauche, dans les syndicats. Des fois, des gens qui disent on ne parle pas de féminisme, ça divise la classe. On ne parle pas d'antiracisme, ça va diviser les travailleurs entre eux. En vrai, nous, à l'inverse, on pense que si tu veux vraiment que le travailleur racisé, que la femme travailleuse, etc., elle soit avec toi dans la lutte, il faut aller jusqu'au bout sur ces questions-là. Il faut prendre en charge, et du coup, c'est comme ça qu'on a une fierté d'avoir, à Chronodrive, créé ce syndicat combatif, mais qui prend aussi en charge les questions d'oppression. En vérité, tout ça, par contre, ça serait impossible, je vous le dis direct, sans une boussole révolutionnaire, sans l'organisation révolutionnaire qui est Révolution Permanente. Moi, je vous dis, même en étant militant, j'avais un énorme pessimisme. Heureusement, derrière, il y avait un truc. Bon, évidemment, les forces matérielles de Révolution Permanente, c'est-à-dire une presse, ces militants qui sont capables de militer, d'aller. D'ailleurs, gros big up à tous les militants militantes du Point Levé qui sont allés sur tous les chronodrives de France pour le deuxième jour de grève. Merci.
il y a ça, d'un côté les forces matérielles, mais en fait le plus important c'est la boussole stratégique. C'est une boussole stratégique qui te permet en fait de savoir où tu vas dans une grève. Et concrètement, il y a plusieurs éléments, je vous ai dit un peu, mais déjà, ce qu'on appelle grossièrement l'auto-organisation, mais le fait que oui, nous on a un syndicat, mais dans les luttes, on veut le plus impliquer le monde, on veut que les syndiqués comme non-syndiqués ils viennent aux réunions, qu'ils s'impliquent dans la grève, qu'ils participent, qu'ils s'occupent de la caisse de grève, etc. Déjà, ça c'est un des premiers éléments de la stratégie, vous ne retrouvez pas ça dans toutes les grèves, et vraiment nous on a essayé de développer au maximum à Chronotrack. Même la question de faire une caisse de grève, en vérité, c'est pas partagé par tout le monde dans la gauche. Et ça, c'est un truc, nous, en tant que courant, on y donne énormément d'importance. Et bien sûr, avec la force de frappe sur les réseaux, etc., la caisse de grève, elle a été remplie. Et elle permet de donner confiance aux collègues derrière aussi pour aller se battre. Quand tu es précaire, tu as 500, 600 balles par mois. Évidemment, te dire je vais perdre moins d'oseille que prévu, ça te donne la confiance d'y aller. Un autre aspect qui est vraiment important, c'est qu'on a fait sortir la grève de l'entreprise. Et ça, c'est un truc qui, souvent, voilà, les syndicalistes, ils se retrouvent à essayer de gérer leur grève. Déjà, c'est galère d'aller chercher les autres forces politiques. Il y a, je sais pas, des députés de la France Insoumise, ils viennent sur ton piquet de grève, des associations écolo, etc. Ça, c'est parce qu'on a une boussole aussi d'aller chercher les autres organisations. Et le dernier élément que je vous ai déjà dit, c'est la question du rapport aux oppressions. Évidemment, ça, c'est grâce à une boussole stratégique qu'on crée des syndicats combatifs sur ce base. Je vais finir sur un truc, je suis désolé, je suis un peu long. Mais les amis, ça c'est un truc qui paraît un peu plus éloigné parce que les grèves pour les salaires, etc., c'est un truc qu'on connaît partout un peu dans le pays. Mais on est des travailleurs de la grande distribution. Ok, étudiants, on fait pas ça toute notre vie, etc. Mais en vérité, le secteur de la grande distribution, il y a un enjeu en ce moment. C'est que par exemple, notre camarade Christian qui est à Néozer qui produit pas des pains au chocolat, mais des chocolatines et des croissants. Des pains au chocolat, moi, des pains au chocolat. On fait des pains au chocolat, nous. Non, en vérité, voilà. En vrai, on peut se passer de chocolatine, mais il produit des produits essentiels à la vie quotidienne, des produits alimentaires. Puis voilà, il y a l'inflation, en fait, il y a une situation économique catastrophique, les années que la classe ouvrière paye en première ligne. Et pour nous, justement, il y a un enjeu énorme aussi à pas seulement parler de nos petits salaires, etc., mais à poser la perspective qu'en vrai, la seule solution viable dans une société capitaliste qui en plus nous promet que des crises, des guerres à l'heure actuelle, c'est la question du contrôle ouvrier, de reprendre la main sur la production, la distribution des biens pour nous, la production des biens pour les camarades comme Christian. Mais concrètement, nous, dans la grande distribution, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut contrôler les prix en lien avec la population, parce que c'est pas normal que le paquet de pâtes, il pète à 15% d'inflation, alors que c'est ça, la nourriture des précaires. C'est pas normal que tous les autres produits de première nécessité, ça soit ceux qui flambent le plus. Et aussi, il y a un enjeu, on distribue les produits, ça veut dire demain, oui, les plus précaires, on organise la distribution en fonction des besoins. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Je pense qu'il faut qu'on se matrixe de ça. La solution demain, c'est nous, les ouvriers, les ouvrières, c'est nous qui pourrons faire tourner la société dans un vrai sens et pas dans le sens des profits capitalistes qui ne créent que la guerre et la misère. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup Raph, c'était super. Maintenant je vais passer la parole à Marie-Laure. Marie-Laure c'est... Marie-Laure, elle est secrétaire générale de la CGT Blanchisserie au CHU de Bordeaux, où elle travaille depuis 2006. Elle a été à la pointe de nombreuses luttes pour réclamer des moyens pour l'hôpital, y compris pendant la pandémie où on a vu tout à l'heure travailleurs et travailleuses de la santé ont été en première ligne face à un gouvernement qui les méprisait. Elle est militante au collectif féministe révolutionnaire du Pain et des Roses et aussi à Révolution Permanente. C'est une fierté de l'avoir aujourd'hui avec nous et de lui donner la parole. Alors, merci Loli pour cette présentation. Juste pour commencer mon intervention, même si Loli a
parler un petit peu. Je voulais commencer en saluant en fait les grèves qui sont au niveau de l'Angleterre, des travailleurs et travailleuses qui se multiplient en fait dans certains secteurs qui n'ont pas fait grève en fait depuis plus de 20 ans. Donc c'est tout ce qui est, comme je disais, transport, les brokers, les postiers, mais il y a aussi bientôt, et on espère tous, que l'éducation aussi et la santé vont appeler à rejoindre cette grève. En fait, partout dans le monde, nous faisons face aux mêmes obstacles que nous imposent les bureaucraties syndicales qui divisent tout le temps les luttes par secteur ou par métier. Aussi bien en France comme en Grande-Bretagne ou autre, le manque de coordination est un grand frein. Affronter ces directions syndicales a donc une grande importance stratégique afin d'inverser la tendance et coordonner toutes les luttes pour les triompher. Donc je vais faire un état actuel au niveau de la santé. On peut le voir en fait, l'état actuel est complètement catastrophique. Chacun des gouvernements qui ont pu passer ont eu de cesse d'affaiblir les hôpitaux avec des politiques qui tendent clairement à la privatisation de la santé. Depuis la mise en place, en fait, je vais revenir dessus, sur la tarification à l'activité qui a été mise en place en 2005, ça a en fait mis le financement de l'hôpital qui n'est plus basé sur les moyens alloués et les besoins, mais plus sur les résultats ou bénéfices apportés lors d'un acte médical, chirurgie ou autre. Donc en fait, tout ça a commencé à mettre en place en fait la marchandisation au sein de la santé, qui en fait, on peut le voir depuis plus de 20 ans, on compte près de 100 000 suppressions de lits et forcément le personnel aussi qui va avec. En plus de ces suppressions, les personnels, on peut le voir et on le voit de plus en plus, et moi je le vois, on est complètement exténué par la surcharge de travail, mais aussi avec le fait que nos salaires en fait ils sont gelés depuis 2010. Et ça fait que nous, l'inflation, nous aussi, on la vit réellement et on a en fait notre portefeuille qui se réduit de plus en plus et on est souvent plus vite dans le rouge en fait qu'on était il y a 10 ans. Et ça aussi, on a été aussi, comme on a pu le dire, on a été exposé aussi au grand jour avec la crise sanitaire. Le Covid en fait a mis en lumière donc l'importance des hôpitaux et l'incompétence qu'a pu avoir le gouvernement face à cette crise, avec cette politique, comme je disais, de marchandisation de la santé et l'investissement moindre qui donne au niveau des hôpitaux. Au début de l'épidémie, voilà, pareil, pour un exemple, la lutte qu'on a pu avoir dans mon syndicat, c'est le manque de moyens, que ce soit du niveau de masques, au niveau des surblouses. On l'a vu en fait, on a vu sur les réseaux sociaux que les soignants se protégeaient avec des surblouses, des sacs poubelles en fait, et pour mettre aussi en fait, ils nous ont fourni aussi des masques en forme de serpillière. Et cette lutte en fait a pu démontrer, et ça a démontré en fait complètement que l'investissement est complètement pourri au sein des hôpitaux et qu'ils affaiblissent de plus en plus les moyens pour se soigner. Et au niveau aussi des hôpitaux, c'est vrai qu'on a une grande précarité, on a de plus en plus de personnes qui sont contractuelles et qui restent contractuelles pendant des années, et cela en fait amène une politique qui est complètement explicite, qui en fait, comment expliquer, les conditions de travail en fait se dégradent par rapport à tout ça, et ça fidélise pas du tout le personnel, le manque d'attractivité et tout ça, et ça amène pas du tout à faire une embauche au niveau du personnel. Et c'est vrai qu'on peut le voir aussi, à côté de tout ça, à côté de surcharge de travail, à côté du manque du personnel, à côté des services qui ferment, etc., le personnel est complètement à bout et ça pousse souvent les travailleurs à démissionner, soit ils sont aussi souvent en dépression, ils font des formes de burn-out, on est poussé aussi, vu avec une surcharge de travail, avec la charge de travail qu'on a, des grosses maladies professionnelles, et ça a entraîné, on a pu le voir ces derniers temps, beaucoup de fermetures de services, dont les services de pédiatrie, les maternités, et plus récemment, les services d'urgence. Cette destruction de la santé publique est un prétexte en fait, pour privatiser indirectement la santé, comme je puis le citer pour les urgences, et on a pu le voir aussi nous au niveau de Bordeaux, le deuxième hôpital de France qui a fermé son service des urgences la nuit, mais à côté de ça, on a ouvert en fait un service d'urgence d'une clinique privée. La privatisation est complètement en route au sein de la santé, mais beaucoup plus dans les secteurs en fait, non médicaux, parce qu'on parle souvent de soignants au niveau des hôpitaux, beaucoup
mais à côté de ça, il y a quand même de la logistique et du non médical, et tout ce secteur-là, non médical, logistique, etc., est beaucoup plus privatisé. Donc on le voit depuis des années où tout ce qui est femme de ménage est privatisé, tout ce qui est cuisine et blanchisserie, on commence à privatiser. Et ça met en fait en route complètement cette privatisation. Et moi, quand j'en parle en fait au sein de mon syndicat, il n'y a pas d'action en fait, il y a une inaction là-dessus. Et je me bute en fait à une bureaucratie syndicale qui ne veut pas mettre en place des moyens en fait pour arrêter l'externalisation au sein des hôpitaux. Et d'autant plus en fait que, comme je disais au niveau de la logistique, c'est vrai que c'est en fait une classe beaucoup plus précaire pour notre camp social. Ça prive en fait une partie de la population et ça oblige en fait à payer en fait toute cette privatisation au sein de la santé. Ça va obliger tout le plan social, mais que ce soit les plus aisés ou les plus précaires, à devoir en fait payer pour se maintenir en bonne santé. Ce rôle qu'on a à jouer par l'hôpital public fait que l'intervention politique au sein de la santé soit d'une extrême importance dans un avenir proche. Face à cette situation, les hospitaliers ont commencé à relever la tête. Malgré que la santé n'ait jamais été un secteur très combatif, comparé à certains secteurs comme ceux des transports ou de l'industrie, ces 2 dernières années, on a pu constater en fait qu'on avait des nouveaux visages de collègues hospitaliers qui étaient présents en fait sur les piquets de grève et les marches qui avaient lieu au niveau des Gilets jaunes, le mouvement aussi contre la réforme des retraites en 2019, mais aussi toutes les manifs en fait, sectorielles qu'on a au niveau de la santé, avec par exemple, on a pu le voir, Farida qui a été arrêtée en 2019 parce que elle combattait en fait ce système de mauvaises conditions de travail et de non-financement au sein des hôpitaux et le manque de personnel. Et donc du coup, ça amène que c'est des nouveaux visages de la radicalité. Comme je disais, aujourd'hui, en fait, on se confronte à une difficulté, celle de se coordonner et de lutter ensemble. On a pu le voir, en fait, nous, au niveau de l'hôpital, avec toutes les grèves, comme je disais, sectorielles, où il y en a eu partout qui ont éclaté, que ce soit, en fait, chaque corps de métier, je ne vais pas les citer. C'est une politique, en fait, ça aussi à combattre, donc, de cette direction syndicale qui joue, en fait, un rôle de contention important par l'appel de toutes ces dates éparses et qui a un frein à l'unification. Donc là, j'ai fini en fait pour le bilan en fait de la santé et de l'état actuel de la santé. Juste pour parler beaucoup plus de la stratégie en fait à déployer au niveau de la santé. Comme elle a pu le dire, Loli, je suis secrétaire générale de la CGT Blanchisserie et depuis ma syndicalisation en 2012, j'ai commencé et maintenant j'ai pu voir en fait depuis un moment l'aspect réformiste qu'a la CGT. À pas mal de reprises, même au niveau du département, mais que ce soit au niveau de la fédération, je me suis en fait, avec quelques camarades, on a voulu dénoncer en fait la passivité de la CGT à ne pas vouloir impulser en fait une grève d'ensemble des secteurs et des métiers de la santé, mais aussi sans parler en fait d'une grève générale de l'ensemble du monde du travail, ou comme par exemple en fait au niveau de mon département, ils n'ont pas voulu prendre partie du mouvement des Gilets jaunes. Ok. Donc comme je disais, c'est vrai que j'ai pu m'affronter plusieurs fois à mes camarades, je les appelle réformistes de la CGT, où en fait ils me traitent complètement de militante extrémiste, ou une caricature carrément avec des positions, ils me disent que je suis utopiste. Or en fait pour moi en fait j'ai compris qu'au début je me suis dit mais en fait ouais peut-être que je suis utopiste, tu vois, je me dis le monde que je veux peut-être qu'il c'est pas possible. Mais en fait je me suis dit qu'en me voyant en fait sur toutes les grèves et sur toutes les mobilisations, et que je souhaitais en fait un réel mouvement d'ensemble et pas des grèves comme je les appelle saute-mouton en fait qui affaiblissent en fait, on le voit, en fait, moi je le vois maintenant, ça affaiblit fortement en fait la possibilité d'une grosse mobilisation avec nos collègues, parce que quand on les appelle à faire des grèves une fois par mois ou maintenant une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fait on ne sait plus, les gens ils en ont marre de perdre de l'argent pour rien, et du coup par rapport à tout ça, c'est là en fait que j'ai avec cette facilité et tout ça, c'est là que j'ai rejoint Révolution Permanente, parce que j'ai trouvé en fait la solution à mes questions. Et que en fait je n'étais pas utopiste, mais que je croyais en fait à un capitalisme à visage humain, plus juste, plus vert, et qu'aujourd'hui en fait plus que jamais les conditions pour un renversement d'un système sont à l'ordre du jour.
Donc au niveau de l'hôpital maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir une petite implantation et ça nous ouvre des portes pour pouvoir un peu plus militer sur et intervenir en fait au niveau des hôpitaux. On a pu le faire avec plusieurs interventions et plusieurs batailles qu'on a pu mener. Je vais en citer que deux. On a fait en fait une bataille avec les collègues des cuisines sur le gaspillage alimentaire, qui était complètement lié en fait avec la précarité qu'avaient subi les étudiants et qui avaient du mal à se nourrir. Et du coup en fait on a voulu en fait qu'il n'y ait plus de gaspillage alimentaire au sein des hôpitaux, parce qu'il y en a énormément. En fait on jette plus de 300 à 400 kilos de nourriture par semaine. Et c'est complètement scandaleux quand on sait que les étudiants en fait ils crèvent de faim en fait. Et là on s'est affronté complètement à une direction qui était sourde et qui n'a pas abouti, ça n'a pas abouti en fait, ils n'ont pas donné de solution et on continue à jeter. Mais à côté de ça, on a quand même eu un impact sur cet article et beaucoup de gens en fait nous ont remercié d'essayer de mener en fait une campagne sur ce gaspillage alimentaire, en plus qui n'était pas du tout au courant. Et aussi sur la position qu'on a pu mettre aussi de s'affronter à une direction, à de la bureaucratie syndicale concrètement au niveau local de l'hôpital, où en fait on avait des représentants syndicaux qui demandaient complètement d'être noté en fait beaucoup plus qu'un travailleur au sein de l'hôpital. Et ça on a pu le dénoncer pareil, et ça a fait en fait un gros impact au niveau de ce syndicat. Donc en fait pour conclure, parce que je pense que j'ai beaucoup dépassé, je suis désolée, pour conclure c'est vrai que cette lutte que je disais contre la bureaucratie syndicale nous permet en fait de nous délimiter d'eux et nous permet de doter la classe ouvrière à la base d'un programme et de perspectives révolutionnaires. Nous devons leur démontrer que seule l'auto-organisation des travailleurs et travailleuses et la lutte de l'ensemble du monde du travail pourra mettre un arrêt aux politiques néolibérales et austéritaires qui veulent convertir l'éducation et la santé dans une marchandise. Un système de santé publique n'est pas négociable. Nous devons donc exiger de meilleures conditions de travail et un financement à la hauteur des besoins de chaque hôpital, basé sur la mise en place d'un impôt forcément sur les grosses fortunes pour financer le système de santé, pendant qu'en fait que la bourgeoisie, eux, se gardent, nous, nos services en fait d'urgence, ils se ferment, mais pas que les services d'urgence, pas mal de services. On veut aussi la levée des brevets pour qu'en fait toute la population mondiale puisse avoir accès à la vaccination, ainsi que la nationalisation des laboratoires pharmaceutiques et de toutes les cliniques privées sous contrôle des travailleurs et des travailleuses assurant un accès à la santé gratuite pour toutes et tous, sans distinction de classe sans distinction de classe sociale ni d'origine ethnique. Merci beaucoup Marie-Laure. Désolée, je presse un peu les gens, mais c'est parce que sinon les gens de la bouffe et tout ça, ils vont pas être contents. Donc maintenant, je vais passer la parole à Clément. Clem, il est cheminot, il est rentré à la SNCF quand il avait 15 ans en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, il est technicien de maintenance au Technicentre TGV de Châtillon, en région parisienne, et il est délégué Sudrail. Il a participé à toutes les dernières grèves à la SNCF, il y en a eu pas mal quand même, et a contribué à construire la coordination RATP SNCF pendant la dernière grève contre la réforme des retraites, pendant le premier quinquennat Macron. Il est aussi militant à Révolution Permanente. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Comme dans la lignée du discours de Marie-Laure, voilà, les transports, voilà, c'est un secteur qui subit la même méthodologie du capitalisme, c'est-à-dire voilà, une destruction un peu massive du secteur. Et voilà, les capitalistes, par exemple, ils nous vendent le train comme le moyen écologique par excellence, mais ils le détruisent. Par exemple, voilà, on peut constater la destruction du fret par des réformes successives sur plusieurs années. Par exemple, pour vous donner des chiffres, entre 1980 de 1980 à 2012, on passe en fait de 60 milliards de tonnes kilomètres transportées à 32 milliards de tonnes kilomètres transportées, et encore moins aujourd'hui. Donc, et par exemple, voilà, on a pu voir de manière plus récente
des suppressions de lignes de fret qui étaient relativement impactantes, comme le Perpignan-Rungis, qui ont lancé aussi de nombreux débats politiques. Mais on voit en fait à quel point cette logique-là, justement, de rentabilité, elle prend le dessus, même sur des moyens de transport comme ça qui peuvent être écologiques, qui peuvent apporter des solutions à cette crise écologique, où on voit aujourd'hui, voilà, la terre brûle, on voit le réchauffement climatique, on voit le réchauffement des mers, etc. Et on pourrait y apporter une solution. Voilà, le train aussi, c'est un moyen de transport où il y a plus de voyageurs, de plus en plus de voyageurs sur les lignes de proximité. Je rappelle, en fait, ils estiment en fait que le nombre de voyageurs va augmenter de 30% d'ici 2026. Mais, encore une fois, de manière totalement contradictoire par rapport aux besoins que nous on a, et ben en fait, ils continuent de supprimer ces petites lignes et carrément, ils les remplacent par des bus. Voilà, toujours plus polluant et toujours dans cette manière toujours plus dégueulasse de profit en fait, voilà, de faire du profit parce qu'en fait perdre le moindre centime en fait avec le moindre mètre carré, bah ouais, ça les démange et ils supportent pas ça. Et en fait, on peut voir que cette casse des transports, c'est une casse en fait qui est organisée voilà, depuis des années. Et par exemple, ça commence notamment beaucoup à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est un processus voilà, où on a vu nos conditions de travail se dégrader petit à petit, voilà, où les choses elles ont commencé à changer, que ce soit de manière managériale, enfin les choses qu'on vit au quotidien, enfin voilà, la manière qu'on a de travailler, le matériel, toutes ces choses-là ont commencé à se dégrader. Et plus précisément, en 2018, je pense que ça a été pendant la réforme ferroviaire, ça a été ce moment-là où les transports, c'est un secteur qui a été cassé. Ça a été là où on voit précisément toutes ces fermetures de petites lignes de proximité et justement dans la suite du tout TGV. C'est-à-dire, voilà, maintenant quand tu voyages en TGV et les lignes à grande vitesse, c'est réservé quand même à une certaine élite. On voit que voilà, les billets de train, c'est relativement cher. Et voilà, aujourd'hui, ils suivent ce processus-là, y compris dans la déshumanisation des gares. Et voilà, et notamment on peut constater d'autres choses hors SNCF, c'est-à-dire qu'on peut voir par exemple dans des compagnies de transport plus urbains comme la RATP ou Transdev ou Keolis, que voilà, il y a un maintien en fait des services Covid par pure logique de rentabilité, et en fait ça donne lieu à des bus voilà, qui sont remplis. Il y a moins de bus, mais les bus qui passent ils sont remplis. Et voilà, c'est dans une logique pure de rentabilité que ces choses-là sont faites. Et aujourd'hui, pourtant, voilà, on aurait besoin justement de plus de transport, avec justement moins de monde dedans. Mais eux, ils appliquent la logique contraire. Voilà, en fait, dans cet objectif-là, il y a en fait le fait de détruire un des principaux bastions du mouvement ouvrier, notamment la SNCF. Voilà, qui a fait de nombreux conflits sociaux, qui a été en fait toujours là dans de nombreux conflits sociaux. Voilà, 86, 95, 2016, 2018, 2019, plus récemment dans la réforme des retraites. Mais en fait, voilà, tout ça avec le but de rattraper le retard engrangé sur des pays comme l'Allemagne et l'Angleterre au niveau des profits, parce que voilà, eux, ils sont dans une marche beaucoup plus avancée au niveau de cette privatisation. Mais il y a également en fait cette catastrophe de l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, on nous vend une véritable escroquerie, que ce soit en fait pour le bus, pour le train, pour le tram, peu importe le moyen de transport, où en fait, on se retrouve avec le même matériel, le même personnel, les mêmes voies. Vous savez ce qui change, la seule chose qui change, c'est le logo qui est inscrit sur la veste et les conditions de travail des travailleurs qui sont toujours beaucoup plus dégradé. Voilà, ça a un nom, ça s'appelle le dumping social. Voilà, ce qu'ils font, c'est que maintenant, tu as une région qui décide de tout, le matériel, ça leur appartient, et eux, en fait, ils font sous-traiter ça à une entreprise, et en fait, littéralement, évidemment, ils vont prendre l'entreprise qui coûte le moins cher, et donc, de fait, qui dégrade le plus les conditions de travail des travailleurs, en fait, des transports. Et voilà, ça se répercute notamment sur les salaires ou sur les repos, ou même en fait sur notre propre métier, où on est obligé d'adopter
de la polyvalence en fait. On est obligé d'être maintenant polyvalent. Enfin voilà, par exemple un agent de gare qui faisait de l'accueil en gare, il va se retrouver en fait à faire du contrôle ou etc. quoi. En fait, on se retrouve à être multitâche. Ou par exemple pour les chauffeurs de bus, en fait, au lieu d'avoir une journée de travail complète, on peut se retrouver à faire des services en 2 fois, en 3 fois, c'est-à-dire qu'on peut diviser notre journée de travail en plusieurs fois. Enfin, je vous laisse imaginer les dégradations de conditions de vie en fait. Carrément en plus en horaire décalé, comment ça doit être dur de gérer sa vie en fait avec ce genre de service là. Mais également voilà en fait ce qu'on peut voir, c'est une augmentation des prix aussi tout simplement pour un service qui va être en fait de plus en plus dégradé avec des lignes supprimées, donc moins de proximité. Mais en fait voilà, actuellement on peut le voir sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Voilà, il y a un nouveau concurrent ferroviaire à la SNCF qui est arrivé qui s'appelle Trenitalia. Voilà. On voit partout dans les médias que les billets de train sont moins chers, mais derrière cette escroquerie, en fait, c'est le même principe quand il y a une pizzeria qui ouvre, c'est-à-dire une pizza achetée, une pizza offerte. En fait, ils font juste 50% de réduction sur les péages à ces nouveaux entrants dans le ferroviaire. Et puis après, en fait, une fois qu'ils auront plus la ristourne sur les péages, les prix vont littéralement exploser. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà, et la réalité, c'est que c'est une dégradation de malade en fait pour les usagers. Mais il y a aussi, encore une fois, pour continuer dans les dégradations pour les usagers, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet accident en Champagne-Ardenne, notamment avec ce qu'on appelle l'équipement agent seul, où il y avait eu un accident avec un train et où le conducteur tout seul il avait dû courir avec une torche à flamme rouge pour signaler au train d'en face voilà, l'arrivée d'un autre train. Mais c'est pour vous dire en fait les dégradations aussi au niveau de la sécurité. Je ne peux pas en fait faire cet interve sans parler des directions syndicales, voilà, qui cherchent en fait tout le temps dans chaque conflit, que ce soit 2018, que ce soit 2019, à nous amener en fait vers une défense corporatiste de nos droits. Et en fait, ils n'ont jamais fait de politique pour que d'autres secteurs nous rejoignent, enfin même déjà entre entreprises des transports pour qu'on se rejoigne entre nous. Et du coup, je ne pouvais pas faire cette interve sans parler de ça et de ce que nous en fait on a fait pour contrer ça justement, cette manière corporatiste de nous défendre, ces stratégies en fait de la défaite comme la grève perlée qu'on a eue en 2018 qui nous ont mené droit dans le mur. Voilà, en fait en 2018 on a monté ce pôle de grévistes combatifs, l'Intergare, voilà, en fait, qui était aussi à la défense des petites lignes, voilà, qui a permis aussi de faire de la politique autour de toutes ces choses-là, et voilà, et de le porter aussi auprès des usagers, de le dire qu'il y allait avoir cette déshumanisation des gares. Et voilà, en fait, c'est plein de cheminots qui n'étaient pas forcément politisés, mais qui ont fait de la politique autour de ça et qui ont porté, en fait, qui ont essayé de porter jusqu'au bout une stratégie pour la gagne. Mais il y a aussi la coordination RATP-SNCF, voilà, où en fait, on a essayé de défendre le régime des retraites en le nivelant par le haut, en fait, pour tous, vraiment en essayant de créer notre propre programme autour de l'auto-organisation et de niveler tout ça par le haut. Voilà, Macron en fait il va continuer ses attaques et en fait nous les travailleurs des transports, on veut porter un programme pour dépasser le corporatisme, par exemple comme développer le rail et les transports en commun, et en plus c'est une solution au problème de la crise écologique. Voilà, et avec le contrôle ouvrier et en alliance justement avec les usagers, c'est-à-dire qu'en fait les travailleurs des transports et les usagers, ça doit être à eux de décider du moyen de transport, du nombre de trains, des lignes, etc. etc. Voilà, donc je fais vite, je suis désolé parce que je suis pressé par le temps, mais je dois dire aussi un mot sur l'Angleterre. En fait, avec toutes ces grèves qui explosent, la paralysie, on voit il n'y a pas de transport, il n'y a pas de train, ils paralysent tout, et du coup, ça nous donne une idée aussi du rapport de force qu'on peut avoir. Et en fait, voilà, nous, cette nouvelle force, tout ce que j'ai exprimé dans cette interve, en fait, cette nouvelle force, on veut la mettre en marche pour faire face à Macron dans son prochain quinquennat. C'est un peu ça l'idée qu'on a à Révolution Permanente de ce qu'on veut faire dans les transports. Et c'est à cette tâche que nous, les militants révolutionnaires de Révolution Permanente, en fait, on va s'atteler. Et voilà, et je vous invite ce soir en fait à nous rejoindre dans ce magnifique projet en fait qui est la révolution et bien sûr de combattre le capitalisme. Merci à vous.
Merci pour cet hommage à cette... T'avais pas une blague, je me tais. Merci beaucoup Clem. Maintenant je vais passer la parole à Christian. Christian, il est ouvrier à la boulangerie industrielle de Neuhauser, il fait des chocolatines. Je n'allais pas faire cette blague. Non, c'est une blague. Non, il est ouvrier. Non, ça... Il est ouvrier à la boulangerie industrielle de Neuhauser en Moselle-Est, qui a été racheté récemment par le groupe InVivo. Il est délégué CGT, militant aussi à Révolution Permanente. Il a mené de nombreux combats, d'abord pour construire le syndicat face à un patron qui se croyait tout permis à l'époque. Maintenant, il a compris que ça va pas se passer comme ça. Et ensuite, contre les suppressions d'emplois et pour améliorer les conditions de travail de ses collègues, avec une dernière lutte victorieuse pour les 32 heures et des embauches, qui a été très importante. Pendant la pandémie, avec ses collègues, il a aussi organisé la lutte pour protéger la santé des salariés et les conditions de travail. Il a dénoncé le gaspillage alimentaire de la part de ce grand groupe de l'agroalimentaire. Et plus récemment, il a organisé un cortège à la Pride avec les collègues de Neuhauser pour montrer justement cette jonction que nous on veut porter entre le mouvement ouvrier et le mouvement LGBT. Et aujourd'hui, ils subissent beaucoup la répression patronale et ils sont en train de préparer une lutte contre la fermeture d'un site de production et l'augmentation des cadences. Donc je passe la parole à Christian. Merci Loli pour la présentation. Donc, comme Loli elle a dit, je m'appelle Christian Porta, je suis délégué syndical central à la CGT Neuhauser. Et Neuhauser, c'est quoi? C'est une boulangerie industrielle dans l'est de la France, partout en vrai. Moi je travaille dans l'est de la France, mais la boulangerie industrielle elle est présente partout en France. Une boulangerie industrielle, c'est quoi? Là où moi je travaille, on est 250 travailleuses et travailleurs à produire des millions de produits, dont des pains au chocolat. Voilà, nous on revendique les pains au chocolat. Elle est là. Mais voilà, et tous ces produits, ces millions de produits qu'on fait tous les jours, on les distribue notamment dans les Lidl ou les Carrefour par exemple. Et donc voilà, on appartient aussi à un énorme groupe en vrai qui s'appelle Soufflé et qui vient d'ailleurs d'être récemment racheté par encore un autre groupe, encore un autre géant de l'agroalimentaire qui s'appelle InVivo. Donc je me doute que ni InVivo ni Soufflé ça vous parle, mais en gros c'est un groupe de 10 milliards de chiffre d'affaires, pour vous expliquer un peu ce que ça représente, et 13 000 travailleurs et travailleurs dans le monde. En vrai, concrètement, InVivo c'est quoi? C'est les boulangeries Neuhauser, c'est les Jardiland, c'est les pommes de pin, c'est les Gambert, c'est tout, c'est le malterie, c'est la plus grande malterie du monde, c'est le plus grand exportateur céréales d'Europe, etc. Donc c'est énorme en vrai. Pour vous dire à tel point en vrai, c'est que mon patron, lui, il a comme ambition de devenir l'Amazon de l'agriculture et de l'alimentaire. Pour mon patron, en vrai, Amazon pour lui, ça veut dire tout détenir. Ça veut dire détenir toute la chaîne alimentaire, vraiment être en capacité de détenir, en vrai, de posséder l'agriculteur, le blé, mais aussi les engrais, la farine, tout. Il est même capable de proposer des services financiers pour les agriculteurs ou des assurances, etc. C'est vraiment une dinguerie, c'est énorme. Et maintenant, il possède même du coup la production des baguettes, des pains chocolat, mais aussi même maintenant des magasins de distribution en vrai. Et lui, il aime bien dire, en vrai, il se revendique toujours, il dit, moi je possède de la fourche à la fourchette. Bon, c'est surtout des maxi-profits en vrai qu'il possède. Mais vraiment, il dit ça. Pour nous, quand il nous dit Amazon, pour nous, Amazon, ça a une signification. Pour nous, Amazon, ça veut dire la casse de nos conditions de travail, ça veut dire la casse de nos salaires, c'est l'augmentation de nos cadences, etc. En vrai, tout... en vrai, on se bat contre ça en vrai depuis 2016. Depuis qu'on a créé notre syndicat, on se bat contre ça et il vient nous annoncer ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec notre syndicat, avec les collègues, en vrai, avec les luttes qu'on a menées, on a obtenu ce que Loli disait, le passage, c'est une des victoires qu'on a eues et qu'on a réussi à imposer à notre patron, on est très fiers, le passage aux 32 heures payé 35 avec plus d'une trentaine d'embauches dans mon usine. Bon, mon patron, lui, en plus, il ose se cacher derrière la coopérative.
il nous explique que lui, en vrai, c'est une coopérative de coopératives. En gros, c'est des petits agriculteurs qui se sont mis ensemble pour s'en sortir, etc., etc. C'est vraiment ce qui nous vend notre patron. Alors en vrai, notre patron, c'est quoi? C'est vraiment des énormes agriculteurs. C'est pas le petit agriculteur du coin, c'est l'énorme agriculteur en vrai qui se sont réunis ensemble pour justement pouvoir imposer justement tout leur monopole et tous aux autres petits agriculteurs et en vrai pouvoir les exploiter, imposer leurs prix, etc., etc. On parle souvent de Monsanto par exemple. Ben, mon patron, par exemple, ça a été un des principaux acteurs et lobbyistes du glyphosate en France. Si aujourd'hui il y a encore du glyphosate en France, c'est parce que mon patron, justement, eh ben, il a fait du lobbying et il a fait en sorte de continuer à pouvoir vendre parce qu'il vend son glyphosate, il l'impose d'ailleurs aux petits agriculteurs, etc., etc. C'est voilà un peu ce que c'est mon patron. Comme ça, vous avez un peu l'image de ce que c'est mon patron. Pour finir justement avec lui. Pas encore, mais voilà. On aimerait bien, mais voilà. Si certains même encore avaient des doutes que l'État, elle n'était pas au service des patrons, nous, on a quelques exemples concrets en vrai de ça. Au-delà du cas du glyphosate que je vous ai parlé, on a pu voir dernièrement encore Bruno Le Maire intervenir directement dans le rachat justement de mon groupe. Et en défendant l'idée que le groupe InVivo, c'était un groupe français. Mais vraiment, hein, ils ont vendu ça comme un groupe français, même notre patron il nous vend ça, et que ça allait garantir la souveraineté alimentaire française. C'est... Ouais, voilà. Et, mais en vrai, derrière ce chauvinisme, pourquoi il y a Bruno Le Maire, il s'intéresse tellement à InVivo? C'est aussi parce que son exploitation à mon patron, des travailleurs, elle s'exerce au-delà des frontières françaises, vous doutez bien. Et quand on nous vend des usines partout dans le monde, et en particulier là où la main-d'œuvre, en vrai, elle est la plus malléable et peu chère, en vrai, c'est-à-dire en vrai, dans les pays semi-coloniaux, InVivo, il participe au rayonnement de l'impérialisme français. Par exemple, encore il y a quelques années de ça, hein, mon patron, d'ailleurs avec celui d'Adrien, entre autres, Total, ils étaient allés en Éthiopie, par exemple, négocier directement des contrats avec Macron. Ils étaient allés en Éthiopie directement négocier des contrats, justement pour que mon patron, par exemple, il puisse ouvrir une énorme malterie en Éthiopie et payer mes collègues éthiopiens 30 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu le truc. Nous, on répond à ce chauvinisme, désolé, et à leur impérialisme par la solidarité de classe. Nous, en tant que révolutionnaires, justement, on dénonce fermement le comportement de notre patron ainsi que le rôle de l'État dans tout ça. Ça, c'est la position en vrai de principe. Et quand justement a explosé la guerre en Ukraine, alors que justement, nous, il faut savoir qu'on a des collègues et en Ukraine et en Russie d'ailleurs, on a pu développer une politique vraiment internationaliste vivante dans les îles. Contrairement à une partie de la gauche, voire même de l'extrême gauche d'ailleurs, hein, nous on a fait partie de ceux, je tiens à le rappeler, qui se sont levés certes contre l'attaque de l'Ukraine, mais qui ont aussi été contre les sanctions envers le peuple russe. Et pour nous c'était important parce que justement on a des collègues qui travaillent en Russie et on ne pouvait pas admettre qu'il y ait des sanctions contre le peuple russe aussi. Du coup on a mené une campagne avec nos collègues et ce mot d'ordre d'ailleurs il a été très audible dans ma boîte, justement où on a pu mener une campagne directe avec une pancarte où on a pris des photos, où tous mes collègues d'ailleurs, il n'y en a même aucun qui a refusé de ça, ils s'est tous pris en photo avec des pancartes justement, ni OTAN ni Poutine, non à la guerre, etc. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir discuter en fait de ça. Dans l'usine, c'était important de pouvoir de discuter de la question de la guerre et de montrer que les salariés aussi étaient prêts à se mobiliser à ça. C'est-à-dire qu'à travers cette campagne photo, on sait très bien qu'on n'allait pas arrêter la guerre. Mais ça a démontré à notre patron que la question de l'Ukraine, c'est quelque chose qui nous intéresse et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Surtout la condition de nos camarades qui vivent en Ukraine. Pourquoi? Parce que notre patron, il a arrêté ses usines en Ukraine et il s'est vite dépêché de rapatrier les travailleurs français. En laissant les travailleurs ukrainiens, voilà. Et nous, justement, on a mené toute une campagne là-dessus, dénonçant ça et en exigeant en vrai que les travailleurs ukrainiens pouvaient aussi être rapatriés, que leur salaire était maintenu pendant justement toute la guerre et tout. Et face à cette pression, en vrai, notre patron, lui, il n'a pas eu le choix que d'appliquer ce qu'on a mis et justement, il a maintenu les salaires aux travailleurs ukrainiens, il a même rapatrié certains, etc. Après, dans cette situation inflationniste, en plus, dont justement la guerre en Ukraine a été l'un de ses accélérateurs, comme d'ailleurs on le discutait ce matin, le patron, lui, il a flirté sur la hausse générale des prix pour augmenter ses profits.
faut savoir que mon patron, il détient tout. Il détient de l'agriculture, des matières premières, jusqu'à la production, par exemple, des baguettes. Donc pour lui, la hausse, elle n'était pas réellement là. Il détient toute la chaîne de A à Z de production. Mais il s'est servi vraiment de la guerre en Ukraine pour augmenter ses prix. Et pour vous dire, le cynisme de mon patron, c'est qu'il ose même se vanter auprès de nous et nous dire « j'ai appliqué des hausses à mes clients, aux distributeurs, etc., etc. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il applique une hausse aux distributeurs, par exemple à Lidl, c'est nous, d'ailleurs les travailleurs, mais vous aussi, quand vous allez acheter votre pain, je sais pas moi chez Lidl, qui mangez cette hausse juste pour augmenter les profits de mon patron. Et ça démontre bien que la gestion en vrai est totalement irrationnelle en vrai du capitalisme, qui met en vrai en avant ses profits, même dans les pires crises. Et là, la nécessité absolue d'un contrôle ouvrier dans une telle situation. C'est nous, les travailleuses et les travailleurs, qui pouvons contrôler les prix, tant durant la production que dans la distribution, comme justement en parlait Raph avant. Et cette gestion, en vrai, totalement irrationnelle du capitalisme, elle ne s'arrête pas là. Hein. Elle est omniprésente dans les usines, elle est dans les grands groupes, mais partout ailleurs dans la société. Pour préserver leurs profits, justement, ou en générer de nouveaux, pour que leur système, en vrai, puisse continuer à perdurer, ils sont prêts à utiliser les idéologies les plus réactionnaires, jusqu'à aller restreindre le droit à l'avortement, à la transition, ou nous réprimer dans les quartiers populaires. Justement, moi et mes collègues, et d'ailleurs ainsi que les camarades autour de cette table, on est de cette génération en vrai de travailleuses et de travailleurs jeunes qui avons les coups en vrai et qui n'avont rien à perdre. On se politise tous sur des questions d'écologie, d'antiracisme, de féminisme ou de genre, en ayant toute la force en vrai justement de cette classe ouvrière. Et c'est cette politique en vrai que nous justement on tient à cœur à défendre dans nos usines et surtout dans notre usine à Néozère, et c'est ce qu'elle rappelait Loli dans l'introduction. Et on mène d'ailleurs Clément le disait face aux bureaucraties syndicales, mais nous on a un point d'honneur à justement batailler et à prendre jusqu'au bout les questions de l'oppression. Et c'est pour ça que le 8 mars, nous on tient à cœur de vraiment mettre en grève notre site, d'organiser des cortèges en vrai de travailleuses et travailleurs dans les manifs du 8 mars, aussi d'organiser des... Et c'est pour ça aussi qu'on organise en vrai des cortèges révolutionnaires et internationalistes encore dernièrement à la Pride, ou même on a pu être à l'initiative, par exemple, c'était en 2020 sur les manifs antiracistes, notamment pendant le mouvement Black Lives Matter, c'est notre syndicat qui avait lancé à l'initiative à Metz cette manifestation justement. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que certes on veut contrôler tout. Parce que justement, nous, on veut contrôler le prix du pain, mais on veut aussi les roses d'une vie digne d'être vécue. Merci beaucoup Christian. Et maintenant, pour la dernière intervention, je vais passer la parole à Adrien. Il est pompier à la raffinerie Total de Grandpuits. Il est délégué CGT, il a été le principal animateur de la grève de 45 jours contre les attaques à l'emploi et aux conditions de travail orchestrées par la multinationale Total sous couvert de greenwashing. J'imagine que vous avez tous et toutes suivi cette grève. Il a mis sur pied à ce moment-là une alliance inédite avec, entre les raffineurs, la CGT Total Grandpuits et les militants et militantes écolos pour défendre l'emploi et dénoncer le greenwashing de Total. Il a également participé à la grève contre la réforme des retraites en 2019 et 2020. C'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rencontrés. Il est aujourd'hui militant de Révolution Permanente. Il a été un des porte-parole de la campagne d'Anas aux dernières élections présidentielles. Bon, salut à tous. Déjà, merci à tous d'être là. C'est très impressionnant de voir autant de jeunes, de travailleurs, d'ouvriers sous ce chapiteau. Moi, ça fait 2 ans que je suis militant révolutionnaire à Révolution Permanente. Et chaque année, en fait, je suis de plus en plus impressionné par la capacité en fait, qu'a l'organisation, qu'a le parti à attirer de nouvelles personnes déterminées
à en finir avec ce système qui nous opprime et qui massacre le lieu, la planète sur laquelle on vit. Et vraiment, je tiens déjà d'abord, avant tout, à vous remercier par rapport à ça, le fait d'être venu et de vous intéresser à la question de comment on va organiser la révolution qui demain va tous nous libérer. Donc, comme l'a dit Loli, donc moi je suis pompier à la raffinerie Total, ou plutôt on pourrait dire l'ancienne raffinerie, puisqu'on s'est battu contre le plan social qui a fini par fermer cette raffinerie. Et aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. Puisque de fait, les gens qui prennent leur voiture se déplacent, et comme l'avait rêvé Sandrine Rousseau, le litre est à 2 € aujourd'hui. Voilà. C'est vous dire à quel point. Il y a une phrase qui me venait en préparant le topo. Sandrine Rousseau l'a rêvé, Total l'a fait. C'est hallucinant. C'est un non-sens, et pourtant c'est vrai. Enfin, ça a été une des deux de ces déclarations. Mais il faut prendre conscience aujourd'hui. Total annonce des profits comme il n'a jamais fait dans son histoire. Alors que vous, quand vous vous déplacez, vous vous posez la question de est-ce que je vais au travail ou est-ce que je vais pouvoir emmener mes enfants à l'école, à l'hôpital, etc., etc. La question de pouvoir se déplacer, c'est une question vitale, c'est une question dont on a tous besoin, et pourtant elle dépend d'une entreprise capitaliste qui détruit la planète et qui fait ça, tout ça pour majorer encore et encore toujours ses profits. Je vous parle d'une année où potentiellement l'entreprise Total pourrait faire plus de 30 milliards de bénéfices. 30 milliards de bénéfices, alors qu'en même temps, on a plus de 3 milliards d'êtres humains qui sont d'ores et déjà, maintenant, tout de suite, là, touchés par la crise climatique. Des humains, des enfants qui ne peuvent plus se nourrir, qui meurent de malnutrition à cause de la sécheresse. On a connu une sécheresse, une canicule très forte en France cette année, mais elle existe depuis plusieurs années dans plusieurs pays, et notamment par exemple à Madagascar. On en parlait pendant la campagne où des milliers d'enfants en fait, sont morts de malnutrition à cause de la sécheresse et du fait que les terres sont devenues incompatibles avec l'agriculture. Tout ça, c'est des faits qui sont là, qui sont maintenant, et qui vont sans doute s'aggraver avec le temps. Dans cette table ronde, on parle du futur quinquennat Macron et de comment on va pouvoir se préparer pour lutter ensemble et faire ensemble que ce système qui nous détruit, qui nous opprime, qui fait en sorte que qui crée la famine, la faim dans le monde, qui fait en sorte qu'on n'arrive même plus à finir les fins de mois, ce système, on arrive à le détruire, à le dépasser, à en construire un autre qui soit au service du bien commun. La réalité aujourd'hui, c'est l'écocide qui a lieu, l'écocide qui a cette origine, le système capitaliste. Et derrière, là, dans toutes les inters que vous avez vues sur la table ronde, la présentation et l'idée de cette table ronde, c'est de vous démontrer à quel point il y a une classe, la classe ouvrière, qui a la capacité, avec la jeunesse, avec les ingénieurs, avec l'ensemble en fait, de ceux qui n'ont que leur force de travail pour survivre, à changer cette société et à la penser différemment, penser l'ensemble du système de production différemment. Un système de production qui soit au service du bien commun, au service des intérêts de chacun. Et tout ça, c'est possible. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une lutte partielle, on le pense comme ça. On ne pense pas simplement à la fin du mois, mais on pense aussi à la fin du monde. Quand on fait la grève de Grand Puy, quand on fait cette alliance inédite dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement écolo, on pense que cette école de guerre va être une démonstration partielle de ce qu'on serait en capacité de faire si on s'organisait. Si on s'organisait politiquement dans un espace commun. Dans un espace commun où on pense que les ouvriers qui ont la force, qui ont l'outil de travail dans les mains, peuvent être capables de résoudre des questions comme la faim. Comme les ouvriers de Neuser, par exemple, quand ils prennent le contrôle, enfin, une partie dans une lutte partielle, le contrôle ouvrier qui impose au patron, en fait, de donner les invendus, de distribuer tout ça, au lieu de les jeter, c'est une démonstration du fait que, parce que nous avons les mêmes intérêts, nous sommes capables de penser la société différemment.
Aujourd'hui, Clem le racontait à quel point le patron, lui, pense en permanence à ses profits et donc il détruit tout sur son passage, y compris les travailleurs du transport, le fret, les transports en commun, les travailleurs de Transdev qui se sont battus pendant plus d'un mois, qui ont fait une grève déterminée, qui ont été hyper radicaux et qui ont démontré à quel point, alors que les patrons, le gouvernement passe son temps en permanence à nous dire que le transport en commun, c'est la clé de la transition écologique, ils massacrent les conditions de travail des travailleurs des transports en commun. C'est ça la réalité. La réalité du moment, c'est ça. Donc il n'a rien à attendre de ce monde, de l'État qui est au service des patrons. Et la question maintenant qu'on se pose et qu'on s'est posée en permanence, à Révolution Permanente, c'est de se dire comment on va le renverser. Quelle est la meilleure stratégie la plus efficace pour qu'on puisse enfin gagner? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très encourageant de voir autant de jeunes qui sont là aujourd'hui. Thierry Defresne, qui est un militant de la CGT depuis 20 ans, qui milite avec moi à la CGT Total Energy, qui est un raffineur du Havre, et il me disait ça en montant au chapiteau. À quel point c'est très encourageant de voir cette nouvelle génération qui est en train de se lever, qui prend conscience de par la crise écologique, la crise économique, la crise sanitaire, toutes ces crises que nous font vivre le système capitaliste, à quel point il faut en finir. Et il faut se dépêcher, parce que c'est urgent. Et tout ça, c'est possible. C'est-à-dire que, ici, par exemple, vous ne croiserez jamais un militant de révolutionnaire qui est éco-anxieux. Ici, on n'est pas éco-anxieux. Ici, on est éco-révolutionnaire. Ici, on est déterminé à renverser le système. On est capable de le faire. Avec vous, tous ensemble. Les jeunes, les travailleurs, les ingénieurs, travailleurs de l'éducation, de la santé, de la classe ouvrière, ensemble, on peut tous le renverser. Et pour ça, il va nous falloir penser une stratégie commune, s'organiser. Tout est à nous! Tout! Et avant de donner la parole à la salle, hein? Non, on va pas pouvoir. Bon. Non, mais on aura l'occasion d'échanger de toute façon tout au long de la soirée. Mais il y a un truc fondamental, et c'est pour ça que je me suis organisé dans un parti. Je répète souvent ça. Cette année, j'ai eu 35 ans, donc ça y est, je fais plus partie de la nouvelle génération ouvrière et par là. Mais par ailleurs, j'ai 2 enfants en bas âge. Je suis très occupé dans la vie. Et si j'ai tourné ma vie vers le militantisme, si j'ai tourné ma vie et que j'ai trouvé un intérêt à m'organiser dans un parti comme Révolution Permanente, c'est parce que c'est la seule issue pour gagner. C'est ensemble qu'on va pouvoir penser une stratégie et construire un rapport de force qui soit le plus conséquent. En face de nous, on a des forces matérielles qui ont l'armée, la police, un parti, un syndicat à leur service. À nous de créer ce parti-là qui va faire en sorte de construire ce rapport de force qui demain va le renverser. C'est ça la discussion. Et comme le disait Trotsky, je finirai par cette phrase, la victoire n'est pas du tout le fruit mûr de la maturité du prolétariat. La victoire, c'est une tâche stratégique. Merci beaucoup à tous les camarades toutes les camarades qui sont intervenus à cette table ronde. Malheureusement, par rapport au temps et au fait qu'on doit aller manger, etc., on ne va pas pouvoir ouvrir une discussion maintenant, mais on va continuer à échanger. Attendez, partez pas encore, parce que je vois les gens se lèvent 2 secondes.
J'ai un truc très important, je voulais finir cette table ronde par quelque chose de très important, c'est d'inviter à venir à la tribune deux camarades de Transdev. C'est des camarades qui ont mené une grève pendant 2 mois, terrible, enfin une grève très acharnée contre un patron quand même qui avait vraiment et salement attaqué leurs conditions de travail. Ils se battent encore aujourd'hui. Et on a l'honneur et la fierté d'avoir aussi à cette université d'été Winessa, qui est la principale animatrice de cette grève, et Laurent, qui est un des combattants aussi de cette grève. Donc, merci. Avant de leur passer la parole, donc aujourd'hui Laurent, vous savez très bien, vous savez sûrement, le patron quand on fait grève, quand on relève la tête, il n'est jamais content évidemment, et il cherche toujours à contre-attaquer. Et aujourd'hui, ils essayent de se venger sur les Transdev qui ont relevé la tête. Et aujourd'hui, ils ont avancé sur le licenciement de Laurent, qui a été un des militants de la grève. Donc ils vont nous expliquer rapidement la situation, et surtout pour moi le plus important, c'est que le combat n'est pas fini et que le combat ne fait que commencer. Et même à la rentrée, on est déjà en train de préparer des grèves, donc voilà, ils n'ont pas encore arrêté d'entendre parler de nous. Bonsoir à tous, donc moi je suis Winessa, ça fait 23 ans que je travaille chez Transdev et je suis aussi militante à Révolution Permanente. Et secrétaire aussi du CSE, donc chez Sud Transport. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Laurent, parce que Clem a très bien résumé tout ce qui se passe au niveau du transport. Ce qui se passe, la petite histoire pour Laurent, c'est qu'en fait, il a fait la grève pour les 2 mois, mais c'est pas pour ça qu'il a été licencié. Il a été licencié parce qu'il a refusé de signer dans une société que notre cher patron nous dit être une société sous-traitante. Pourquoi? Parce que Île-de-France Mobilité, de par les appels d'offres, leur autorise à prendre des sociétés sous-traitantes. Laurent, qui est ici, n'est pas conducteur. Il n'est pas, il ne conduit pas des bus. Il est contrôleur, donc contrôleur de titre de transport. Donc il refuse de signer dans ces sociétés. Il fait la grève des 2 mois. Donc, ce qui fait que ça a un impact considérable, étant donné que ce n'est pas le seul dans son service. Ils ont été 10 sur 14 à refuser à signer. Et ces 10 personnes n'ont pas fait grève. Le seul qui a fait grève, c'est Laurent. Il nous a accompagnés. Donc pour faire vite et pour répondre sur tout ce qu'ont dit mes camarades autour de la table, la stratégie de Transdev, c'est de se dire comment se débarrasser d'une quantité de salariés où on a une bouteille de 3 litres et nous on a vendu à Île-de-France Mobilité une bouteille de 1 litre. Il va falloir qu'on se débrouille pour se débarrasser de ces gens-là. Donc ils ont ouvert une stratégie, et leur stratégie, c'est d'aller les attaquer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils font des contrôles inopinés. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est les contrôles pour voir si vous êtes positif à l'alcool, aux stupéfiants, etc. Donc ce qui s'est passé pour Laurent, c'est qu'il a été confronté à ce genre de test, mais ça a été visé. C'était pas un truc qui a été fait comme on fait d'habitude. Donc ça a été visé. Il a été évidemment positif à ce test, mais positif par rapport à son traitement. Il a un traitement donc, qui a été validé par son médecin traitant, validé par la médecine du travail, mais Transdev fait la sourde oreille et ne veut pas entendre, donc le licencie. Parce qu'ils savent très bien que s'ils prononcent le licenciement, ils ne pourront pas revenir en arrière et ça fera un salarié en moins. Un salarié qui a 22 ans de boîte et qui en plus n'a pas voulu signer chez la concurrence. Donc voilà. Laurent aujourd'hui est licencié, mais on n'a pas baissé les bras du tout. Puisqu'on remet la grève à partir du 1er septembre, on repart en grève. Donc pour Laurent...
Voilà, et pour finir, évidemment, on a ouvert un Cotis-Up parce que Laurent n'est pas payé depuis le 16 juin. Depuis le 16 juin, il n'est pas rémunéré. Et il a reçu un solde de tout compte, j'espère que vous êtes tous bien assis, de 300 € pour 22 ans. 22 ans de sa vie qu'il a donné à Transdev. Donc, bien sûr qu'on ne baisse pas les bras. Notre prochain combat, ce sera au tribunal. Évidemment, on a pris un avocat, on ne va pas s'arrêter là. Transdev est conscient qu'il va falloir réintégrer Laurent. Donc, pour nous, on est paisible. On est même parti à la plage. On est parti en vacances, tous tranquilles. Donc, on n'a pas de souci à se faire. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas rémunéré donc, depuis le mois de juin. Et que donc, je vais, j'espère en tout cas par votre aide, faire passer ce Cotis-Up pour pouvoir l'aider. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu intimidé quand même. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre soutien, c'est vraiment chaleureux, c'est chaud. Et surtout, je voulais remercier Révolution Permanente de m'avoir invité. Franchement, c'est énorme. Et ça me change vraiment les idées. Et c'est de vous voir tous là, me soutenir, c'est... voilà. Merci à tous. Merci d'être là, merci à vous et merci à tous pour le soutien.